Bonjour chers élèves de 3e, j'espère que vous allez bien. Voici donc un cours sur la défense nationale, qui logiquement se succède à ce qu'on a vu sur la défense internationale. L'ONU est chargée de la défense internationale et de la sécurité internationale. Nous allons voir aujourd'hui la défense nationale. Qui sont ces hommes chargés de défendre le pays? Quels sont leurs moyens? Quelles sont leurs missions? Et on verra le lien entre l'armée et la nation. Attention, le cours est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Donc, je vous demanderai d'écouter, de poser des questions ensuite par le NT si besoin, et ceci va vous emmener progressivement à un cours tel que vous les aurez probablement au lycée. La défense nationale, qu'est-ce que c'est? On peut définir la défense nationale comme l'ensemble des femmes et des hommes chargés de la défense du pays. Alors, c'est ça qui peut paraître très étrange d'entrer à votre âge. La première idée qui peut peut-être vous venir, c'est de penser que les hommes qui sont chargés de la défense de la nation sont l'armée française. Pas du tout, pas simplement. Il y a deux échelons dans la défense nationale. Il y a d'abord un échelon politique et ensuite un échelon militaire. Quel est l'échelon politique? Bien évidemment, vous vous en doutez, tout est prévu. Et dans un pays, nous disposons d'un grand texte de loi qui s'appelle la Constitution, qui organise les différents pouvoirs. Pour faire simple, la Constitution, 92 articles, comme vous le savez, a été rédigée en 1958, définit qui fait quoi dans le pays. Donc elle définit qui est responsable de la mission la plus terrible, la défense du pays. Dans les échelons politiques, vous en doutez, tout au sommet, nous avons le chef de l'État, le président de la République. L'article 16 de la Constitution de 58 définit quel est son pouvoir. Il est le chef des armées. C'est lui qui a le rôle majeur. Il est garant de l'indépendance du pays. Il est le seul à détenir la mise en action du feu nucléaire. Il peut engager l'armée française dans une guerre pendant 3 mois, sans en référer au Parlement. Nous avons ensuite le Parlement. Le Parlement, c'est l'association des deux chambres, comme vous le savez. C'est donc l'association du Sénat et de l'ensemble des députés. Le Parlement vote le budget. Le Parlement peut décider, après les fameux 3 mois décidés par le président de la République, d'envoyer l'armée française. Bref, à la suite du président, il peut décider de faire la guerre, rentrer dans un conflit ouvert, contre un autre pays. Nous avons ensuite un troisième échelon politique. Nous avons le gouvernement et le ministre de la Défense. Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, est, d'après la Constitution, responsable de la défense nationale. Son rôle est de dégager les moyens financiers pour mettre à la disposition du président de la République les armées françaises en état de faire la guerre. Dans ce gouvernement, nous avons un ministre de la Défense. Il reçoit les ordres du Premier ministre, il reçoit les ordres du président de la République. Après cet échelon politique, voyons maintenant l'échelon militaire. En effet, la défense nationale, vous vous en doutez bien, ce sont des militaires. Cet échelon militaire, c'est donc les armées françaises. Il y a 3 armées françaises. L'armée de terre, qui est la plus nombreuse, l'armée de mer, qu'on appelle aussi marine nationale, et l'armée de l'air, auxquelles on peut associer, pour certaines missions de défense du territoire, la gendarmerie nationale. Globalement, les armées françaises sont autour de 330-350 000 hommes. Voyons maintenant quelles sont les missions de la défense nationale. Elles sont plus complexes qu'il y paraîtrait. Les missions de l'armée, la défense nationale, sont avant tout de protéger le territoire national et l'outre-mer. La France est un pays pacifique. Elle est en paix avec le reste du monde. Donc la mission de son armée est avant tout une mission de sécurisation et de défense. C'est pas une mission d'agression. On doit donc défendre le territoire métropolitain, la partie de la France sur laquelle repose la métropole, Paris, et on doit défendre l'outre-mer, d'où le rôle majeur, essentiel de la marine nationale.
Deuxième mission, on doit être capable de protéger nos ressortissants français qui vivent à l'étranger. Vous êtes un Français, vous vivez dans un pays à risque, le continent africain, les pays du Moyen-Orient, des pays d'Extrême-Orient. Un conflit vous emmène dans une guerre que vous n'avez pas voulu. L'armée française est apte, susceptible à vous en extraire, à vous protéger et à vous faire revenir sur le territoire national. Troisième mission de la défense nationale. Il s'agit d'assurer les intérêts vitaux de la France, les approvisionnements en pétrole et en matières premières, la sécurisation des détroits, qui sont les passages obligés de l'approvisionnement de la France. Nous avons d'autres missions, celles que nous avons vues conformément à notre cours sur l'ONU. Nous pouvons assurer une mission décidée par le Conseil de sécurité, votée après une résolution. La France étant, comme vous le savez, un des membres permanents du Conseil de sécurité, on lui attribue fréquemment des missions au nom de l'ONU. En ce moment, la mission Barkhane, décidée par le président Hollande, a été validée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Bref, on doit être en mesure d'assurer des missions militaires voulues par l'ONU. Autre et dernière mission de la défense nationale, il s'agit de répondre aux traités qui nous unissent à nos alliés. Comme vous le savez peut-être, la France a des traités militaires avec de nombreux pays. Des traités bilatéraux qui nous unissent avec des pays en particulier, des traités collectifs. Nous sommes membres de la plus grande organisation des pays de l'Ouest, celle qu'on appelle l'OTAN, organisation qui est née pendant la guerre froide. L'OTAN, ou Organisation du traité de l'Atlantique Nord, comprend les principaux pays de l'Ouest, États-Unis, Canada, Australie, pays d'Europe de l'Ouest et la Turquie. À l'origine, l'OTAN était tournée contre l'URSS et ses alliés. De nos jours, l'OTAN est principalement la plus grande alliance militaire du monde et on peut petit à petit se demander si elle ne va pas se configurer pour se situer face soit à la Russie, face à la Chine. Intéressons-nous maintenant aux moyens de la défense nationale. Les moyens, ce sont avant tout les hommes de la défense nationale. Et comme vous le savez peut-être, la France est considérée comme la 3e ou 4e puissance militaire de la planète. Cet ordre numérique est lié à la puissance atomique. La France est donc la 3e ou 4e puissance atomique du monde, derrière les États-Unis, la Russie et probablement la Chine. Il y a d'autres puissances atomiques. Il y a le Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan et probablement Israël, l'Afrique du Sud et la Corée du Nord. La France est donc une des principales puissances atomiques de la planète. Elle repose l'utilisation de son arme atomique sur une théorie militaire qui s'appelle la dissuasion. C'est une arme qui est destinée à ne pas servir. C'est une arme qui est destinée à dissuader un potentiel adversaire de nous attaquer. Plus intelligemment, plus précisément, chers élèves, ces termes de dissuasion, la théorie de la dissuasion provient de la science du comportement animal, de ce qu'on appelle l'éthologie. On s'est rendu compte, en observant les comportements des lions et du buffle, qu'il y avait matière à dissuasion. On se demande souvent pourquoi, en Afrique, les lions n'attaquent que très rarement les buffles adultes mâles, alors qu'ils sont probablement, en cas d'attaque, probablement les vainqueurs. En Afrique, on parle de buffles à lions. Ce sont souvent les buffles vieux, malades ou jeunes qui sont attaqués par les lions, alors que le lion, d'un coup de patte, pourrait briser la colonne vertébrale d'un buffle adulte. Alors on s'est demandé pourquoi. Pourquoi le lion n'attaquait pas les buffles adultes? En fait, c'est parce que le buffle a une arme de dissuasion. Même si, probablement, le buffle serait tué par le lion, il est capable, avant de mourir, d'infliger au lion des blessures terribles qui rendent sa victoire inutile. Donc le lion n'est pas bête. Il ne va pas attaquer un buffle qu'il est sûr de vaincre, mais dont la confrontation, il sortira probablement blessé. Et s'il sort blessé de la confrontation avec un buffle, il sera probablement blessé ou tué par ses congénères.
ou par d'autres lions. Donc le lion, même s'il est sûr d'être plus fort que le buffle, ne va s'en prendre qu'à des buffles blessés, vieux ou malades. Vous venez d'entendre la théorie de la dissuasion à la française. On dissuade un adversaire plus fort que nous, les États-Unis, la Russie, et maintenant probablement la Chine, de nous attaquer. Ils seraient sûrs de nous vaincre. Mais à quoi bon nous vaincre si dans notre défaite, on est capable de leur infliger des blessures terribles qui rendraient leur victoire inutile? À quoi bon est-ce que les Russes nous attaquent et gagnent contre nous si avant de mourir, la France a le temps de détruire Moscou, a le temps de détruire Saint-Pétersbourg, a le temps de détruire Pékin, Shanghai. Donc voici la théorie de la dissuasion. Sur quoi repose donc cette théorie de la dissuasion? Elle repose sur l'arme atomique. Où trouve-t-on l'arme atomique en France? Alors, on la trouve dans 3 endroits principaux, si je puis dire, dans 3 armes principales. On la trouve d'abord dans l'armée de l'air, à bord des Mirage 2000. Des bombes atomiques peuvent être larguées depuis des avions. On la trouve surtout dans la marine. On la trouve à bord de notre porte-avions Charles de Gaulle, et des avions embarqués à bord du Charles de Gaulle peuvent porter l'arme atomique. Mais on la trouve surtout dans la marine, à bord de ce qu'on appelle les SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ils ont des noms qui peuvent vous faire sourire, mais c'est ainsi que la classification des bâtiments de marine. Le tonnant, le foudroyant, le terrible, l'inflexible sont nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ils sont équipés de 14 trappes à missiles atomiques. Ces 14 trappes eux-mêmes s'ouvrent. Ils sont équipés de nombreux missiles, à peu près 75. Ces missiles, embarqués à bord des sous-marins, qui se cachent au fond des mers, tapis au fond des mers, il y en a souvent 2, toujours en activité, sont notre arme de dissuasion ultime. Ils partent pour des missions de 40 jours à peu près, 3 mois maximum. C'est eux qui constituent l'arme de dissuasion ultime, j'insiste bien. La France, attention, ne confondez pas les SNLE, j'y reviendrai, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, sous-marins à moteur atomique, à propulsion atomique, et à missiles atomiques, avec ce qu'on appelle les SNA, sous-marins nucléaires d'attaque. Ne disposons pas de missiles atomiques, simplement de moteurs à propulsion atomique destinés à chasser les SNLE adverses. Sinon, les moyens de l'armée française, ce sont aussi bien sûr les hommes et les femmes de l'armée française. La France, petit à petit, a essayé de réorienter son armée pour faire face aux nouvelles menaces. Jusqu'à présent, l'armée française était configurée dans un contexte de guerre froide pour faire face aux armées issues du pacte de Varsovie, cette alliance militaire des pays de l'Est dominée par l'URSS et ses alliés. Depuis la fin de la guerre froide, depuis la dislocation du bloc de l'Est, la France doit faire face à de nouvelles menaces. Vous avez tous entendu parler des attentats du 11 septembre et la menace majeure auquel doit faire face la défense nationale, ce sont les terrorismes, soit des États terroristes, soit des groupuscules terroristes. Donc la défense nationale a petit à petit reconfiguré les armées françaises pour faire face à cette nouvelle menace. Exemple, en ce moment, l'armée française est engagée dans l'opération Barkhane à la demande des États africains menacés par des groupes terroristes. Et les armées françaises essayent de développer massivement ce qu'on appelle le concept, l'idée de force spéciale. Des unités très mobiles, de petite taille, très lourdement armées, de façon à réagir très rapidement sur les menaces. On essaye aussi d'accroître la capacité de projection d'une grande quantité d'hommes, très entraînés et très armés, dans des lieux très lointains du globe, et non plus de faire face à de grosses armées qui nous viendraient de l'Est de l'Europe. On essaye de faire face à des menaces très mobiles qui se constituent ponctuellement et qui disparaissent dans la nature.
La dernière partie de ce cours, chers élèves, aura à répondre à une interrogation majeure qui vous concerne. Quels sont les liens entre l'armée et la nation? Quels sont les liens? Il est indispensable, vous vous rendez bien compte, vu la nécessité qu'une nation a à répondre à un péril extérieur, il est indispensable qu'une nation ait un lien très très fort avec son armée. C'est indispensable. C'est impossible qu'une armée soit détachée de la nation, détachée des citoyens, détachée des hommes et des femmes, détachée de la jeunesse qui compose la nation. Alors, dans le passé, interrogez vos grands-parents, ceux qui ont la chance bien sûr de les avoir, ce lien était très fort. Ce lien datait de la Révolution, il a duré jusqu'au président Jacques Chirac. Ce lien s'appelait la conscription, plus communément appelé sous le nom de service militaire. Jusqu'au président Chirac, 1989, l'immense majorité des jeunes, hommes uniquement, de 20 ans, partaient pendant une durée d'1 an faire ce qu'on appelait un service militaire. Il y avait de gros avantages. Toute la jeunesse d'un pays avait un lien avec son armée. Mais en revanche, il y avait de nombreux inconvénients. Les jeunes perdaient 1 an par rapport à leurs études, et surtout, il y avait très très peu d'efficacité militaire. Sur la durée d'1 an d'un service militaire, on avait de rapport avec les armes, avec la vie militaire très rarement. Donc l'efficacité militaire était quasiment nulle. Et en plus, ça coûtait très cher. Pour des raisons d'efficacité, le président Jacques Chirac a supprimé la conscription, a supprimé le service militaire. L'armée, à partir des années 90, devient totalement, absolument professionnelle. Et donc, il n'y avait plus de lien entre l'armée et la nation. Donc le président Jacques Chirac a transformé la conscription en un parcours de citoyenneté en 3 étapes. Parcours de citoyenneté qui petit à petit est en train d'être mis en sommeil en ce moment. Le parcours de citoyenneté, dont vous avez probablement entendu parler, disposé en 3 étapes. Ces 3 étapes étaient les suivantes. Première étape, celle que je vous inflige en ce moment. La connaissance du cours d'éducation civique sur la défense nationale en 3e. La deuxième étape sera un recensement. Vous allez vous faire compter à la mairie de votre domicile vers l'âge de 16 ans. La 3e étape est une journée d'appel et de citoyenneté. Pareil, lorsque vous serez au lycée, entre 16 et 17 ans, probablement en terminale, vous serez tous appelés, garçons comme filles, à la caserne la plus proche de votre domicile. Pendant un jour, les militaires vont vous refaire ce que je suis en train de vous refaire. Vous présenter les rôles, les missions, les moyens de la défense nationale, et vous présenter les carrières. Ceci dit, vous vous rendez bien compte que ce parcours en 3 étapes est bien maigre pour ressouder le lien entre les hommes et la nation. Bien maigre. Ce lien doit être indispensable, surtout dans une période de péril. C'est pour ça que le président Macron a transformé ce parcours de citoyenneté en 3 étapes en un service universel d'une durée d'1 mois, qui est en train progressivement de se mettre en place. Théoriquement, il vous concernera. Théoriquement. Pendant 1 mois, garçon comme fille, vous serez appelé, probablement dans une caserne, pour des missions civiques, probablement sous uniforme. Je dis bien probablement, car je n'en sais pas plus à l'heure actuelle. Pour nous résumer, l'armée française aujourd'hui est entièrement professionnelle. Les femmes, sauf certaines unités très particulières des commandos de marine des forces spéciales, peuvent accéder aux emplois militaires. Une armée professionnelle, ça veut dire que vous pouvez faire votre carrière dans un des multiples métiers que va vous proposer l'armée. Il n'y a pas que le métier de militaire. Vous pouvez être cuisinier, mécanicien, électronicien, informaticien, médecin au sein des nombreuses armées françaises. Bien, je vous remercie, chers élèves. À bientôt.